Eva Nielsen, qui a aussi une double nationalité. Je ne sais pas si elle est accidentelle. Elle est franco-danoise. Elle est née en 1983 et après des études dans les humanités, en lettres modernes, Eva a été étudiante donc aux Beaux-Arts de Paris, où elle a été diplômée en 2009 avec les félicitations du jury. Elle a déjà obtenu de nombreux prix, notamment en 2008, elle a eu une bourse Socrates qui lui a permis d'étudier à la Central St. Martin's de Londres. Elle a remporté en 2009 le prix Thaddeus Ropac et en 2013 le prix Art Collector. Elle a eu 2 expositions personnelles qui lui ont été consacrées par la Galerie Dominique Fiat en 2010 et 2011 et participé à de nombreuses expositions collectives, Musée d'art moderne de Moscou, Kunsthalle Charlottenburg de Danemark, McVal en France et Plateforme Revolver à Lisbonne. Elle a eu une exposition personnelle à Londres en mai 2014 et elle va à présent nous livrer ses secrets dont je crois savoir à l'avance qu'ils sont très importants. Merci beaucoup, Eva. Merci. Bonjour et surtout merci d'être venu m'écouter. Je vais commencer cette intervention par une citation de Baudelaire, pour commencer par citer un des plus grands, qui disait en 1860 « Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». Cette citation, elle définit d'emblée ce qui m'intéresse en tant que peintre. Choisir, tester, mettre en place la composition et s'appuyer pour cela sur des règles, des cadres, sans que cela soit pour autant des barrières stériles. J'aime prendre en compte les limites des matériaux et tester leur fusion ou leur répulsion. C'est ce qui préside à ma séance de travail de manière générale. C'est parce que l'acrylique ne peut pas s'appliquer sur l'huile que je la travaille en premier, et c'est parce que la sérigraphie ne peut être pensée que sous forme d'acrylique que je la place avant l'huile. Donc on peut dire que le constat technique m'aide à m'interroger sur mes moyens, et le fait de m'interroger sur les limites d'un outil m'aide à m'aider dans la construction de la peinture. Comment l'image prend forme dans mon esprit ? D'abord sur le papier, c'est sûr. Je commence par faire des croquis, je mets à plat ce que je perçois en volume. Cette question du plat et du volume, elle est très importante pour moi et dans mon travail de manière générale. Alors voilà, donc autant citer tout de suite les grands noms. Donc ce qui m'a toujours fasciné, donc que ce soit chez Zurbaran, que j'ai eu l'occasion de voir en fait quand j'étais étudiante à la Central St. Martin's, à la National Gallery, ou alors chez Filippo Lippi, ou alors chez les grands maîtres hollandais, donc là c'est Peter Claes, c'est la sensation de sentir l'air qui passe entre les objets et toujours voilà, ce jeu entre le plat et le volume. On peut s'imaginer le volume de la composition, alors que pourtant la planéité du tableau, elle est entièrement assumée, voire revendiquée. On peut dire que c'est là une ambiguïté que je trouve super excitante et qui rejoint un questionnement amusé que suscite chez moi la peinture. Elle ne cesse d'exalter ses limites, elle les porte comme un étendard et, avec la complicité du regardeur, elle invite à voir un vrai mensonge partagé. Pour en revenir à cette question de la planéité, ce constat m'a directement conduite à l'utilisation de la sérigraphie. Elle peut être perçue comme un pont entre photographie et peinture, c'est d'ailleurs le cas, mais c'est aussi et surtout un outil jubilatoire qui, par la création du pochoir, permet de faire surgir une forme plane, découpée, et, dans l'utilisation que j'en fais, cette forme peut s'imbriquer dans une composition. Donc là, en l'occurrence, vous voyez mon atelier, et c'est la toile quand il n'y a que le pochoir de la sérigraphie. Donc ça donne d'ailleurs une toute autre peinture. Donc je pense souvent à la phrase utilisée par Matisse pour parler de ses collages, dans laquelle il affirme qu'il dessine avec des ciseaux. Le pochoir sérigraphique peut être perçu de la même manière, car la couleur elle est découpée et elle est manipulée. Donc il y a vraiment une dimension de collage très fort. Je vous mets aussi un petit détail de la peinture précédente, parce qu'on voit bien justement la tension qui se crée entre la couleur de la sérigraphie qui est découpée et le rapport entre la peinture à l'huile. Donc c'est quelque chose que je trouve particulièrement captivant quand je compose mes peintures,
comment la peinture à l'huile, en venant encadrer dans un deuxième temps la sérigraphie, lui donne une autre structure. Donc la couleur à l'huile, elle vient délimiter la sérigraphie, et c'est la tension des deux qui est stimulante, tant visuellement que du point de vue des matériaux utilisés. À titre d'exemple, j'ai toujours été fascinée par la manière dont mon père, peintre, commençait par faire le ciel autour des arbres, au lieu de commencer par les arbres. Donc c'est un détail, mais petite, cela me semblait fou de percevoir ainsi le volume, et je trouvais surprenant de prendre le contre-pied de la forme de manière même très simple, et donc de penser en négatif le volume. Je pense que cette manière de penser les deux côtés du trait et le rapport aux inversions n'est pas étrangère à mon travail aujourd'hui. Comme la plupart des outils, l'utilisation de la sérigraphie est immense, et je ne suis pas là pour vous faire une présentation exhaustive de ces possibilités. Pour parler succinctement, plusieurs étapes composent l'approche technique. Donc le travail sur la sélection des formes, la création des calques pour transférer l'image sur la toile, et l'insolation des écrans qui permet la transformation physique vers la peinture. Ce qu'il y a de fabuleux dans cette technique, comme pour les bains par exemple, pour la photographie argentique, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est qu'elle comporte plusieurs étapes de révélation successives. Et voilà, il y a des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, mais en tout cas, en tant qu'artiste, il y a toujours cette excitation. C'est grisant de moduler l'apparition de l'image et de gérer son degré d'impression en fonction du temps d'insolation. Le rapport à la lumière est particulier, car concrètement, les écrans sont enduits et exposés à une source de lumière forte pour que le calque soit mémorisé. Donc la sérigraphie, c'est un outil qui n'est plus très jeune et qui est directement lié à d'autres moyens d'impression. La question de l'impression, elle s'est toujours posée, notamment via la gravure ou la lithographie. Et aujourd'hui, elle recouvre des champs encore plus élargis, avec les traceuses et les imprimantes jet d'encre, que j'utilise également. À partir du moment où de l'encre est projetée sur une toile, cela peut être un tableau. Les techniques sont révélatrices et intéressantes, mais ce qui prime, c'est la décision de faire une peinture. Ce qui entre dans le cadre, que ce soit du jet d'encre, de l'encre, de l'acrylique, de la sérigraphie, finalement, c'est vraiment cette décision qui, pour moi, est primordiale. Donc, dans mon cas, je sais qu'il y a une forme de contre-indication dans la manière dont je l'utilise, puisque j'utilise la plupart du temps mes pochoirs une seule fois, ce qui est quasiment une aberration étant donné le travail que cela demande en amont. Lorsque j'ai découvert la sérigraphie, j'aimais l'idée de n'utiliser qu'une seule fois le calque et d'aller en quelque sorte à rebours de l'utilisation de cet outil. Désormais, je m'intéresse également à la démarche sérielle et j'apprécie de moduler cet aspect. Donc ça, c'est quelque chose de récent dans mon travail. Pour en revenir à la naissance de l'image, le premier geste dans mon travail, c'est donc de faire un croquis, d'analyser par le dessin. Cela prend souvent la forme d'un chemin de fer, un jeu sur les différentes strates. Je me demande ce que va donner la tension entre l'acrylique et l'huile, le print et la matière. C'est la tension entre les matériaux que je trouve excitante, comme je vous le disais. Tout fonctionne comme cela autour de nous. C'est la comparaison entre chaque chose qui donne le ton, la forme, la matière. Et par ce chemin de fer, je me donne des étapes de fabrication de l'image peinte. Et à nouveau, je garde à l'esprit les interactions possibles ou alors les impossibilités entre tel ou tel outil. Je cherche à aller contre ou à adapter mon travail en fonction de ces possibilités. Donc voilà le chemin de fer. Alors ce qui est aussi intéressant avec les calques, c'est que c'est difficile de faire un calque d'un seul tenant. Donc il y a un jeu de découpe qui se rapproche déjà dans le processus même de fabrication du collage. Alors je vais m'arrêter quelques instants sur cette peinture qui s'appelle l'épaule. C'est un diptyque qui date de 2011 et si je l'ai choisi, c'est parce qu'il correspond à une période charnière dans mon travail. Sa découpe répondait à ma volonté de disséquer un moment, de chercher à séquencer la peinture. Le travail de préparation en amont suivait le désir de créer un collage de pans de peinture en s'appuyant tour à tour sur l'huile, l'acrylique ou la sérigraphie. Comme je vous le disais, je prends en compte les possibilités et les impossibilités de chaque outil pour combiner l'espace peint. En l'occurrence, je devais d'abord commencer par positionner les lignes de fuite que constituent les ombres du soleil sur les stores. C'était pour moi intéressant de créer un pochoir d'après une découpe provoquée par le soleil, l'ombre d'une ombre. La dynamique des lignes permet de troubler le regardeur en créant des fausses pistes.
les parties peintes viennent s'imbriquer ensuite dans la feuille de route créée par les lignes sérigraphiées. C'était particulièrement excitant de partir du motif de la branche qui vient s'étirer et parcourir les strates, changeant au contact de la sérigraphie en devenant un motif graphique, s'étirant sur les briques et disparaissant dans les jus de l'acrylique. Je pense souvent à la phrase de Picasso selon laquelle la peinture doit être avant tout un jeu de l'esprit. Et il me faut cette tension et cette excitation mentale pour peindre, sinon il m'est impossible de mobiliser l'énergie nécessaire pour mener la peinture. Le fait de séquencer la toile me permet de tenter de fixer le mouvement du regard lorsque nous passons d'une vue à l'autre et que notre esprit la rétablit automatiquement. Tenter de fixer cet instant rétilien était primordial pour moi. Donc la photographie de ce diptyque, elle est faite devant mon atelier et ça correspondait aussi au désir de faire le lien avec le lieu de la fabrication de la peinture tout en donnant une dimension, une échelle et un volume. Donc pour cette deuxième partie, je suis partie de 2 citations qui ont guidé mon travail ces dernières années. Donc je cite bien sûr les 2 plus grands, qui restent les plus grands. Donc faire quelque chose, c'est toujours choisir, de Picasso, et organiser et construire les sensations, de Henri Matisse. Quelles sont mes sources ? Donc c'est la fusion de sources multiples qui donne naissance à l'image. J'utilise à la fois mes photographies, des morceaux d'images trouvées et des parties uniquement dessinées. La découverte de la sérigraphie m'a captée immédiatement. Je m'attelais à travailler sur un sentiment que j'ai ressenti une fois en allant aux Beaux-Arts. La rue, les immeubles, la découpe du ciel m'ont paru mis à plat et découpés. J'avais la sensation d'une planéité vertigineuse. En fait, j'ai appris par la suite, grâce au cours de M. Bonfant, pour ceux qui sont aux Beaux-Arts, qu'il s'agissait d'une réduction. J'en avais aucune idée. C'était une émotion esthétique très forte sur laquelle j'ai basé mes recherches par la suite. Tout à coup, la sérigraphie me permettait d'aller vers ce sentiment, car je pouvais détourer les éléments architecturaux, aplatir leur volume dans le paysage et les confronter à la ligne de fuite. Je cherchais alors, et c'est encore le cas, à organiser le paysage, à le faire tenir dans cette émotion. En ce qui concerne le fait de s'atteler à une même obsession toute sa vie, je suis tout à fait d'accord avec Cézanne, qui disait poursuivre sans arrêt le même motif. Je suis persuadée que c'est ce qui anime la volonté du peintre. Une émotion, une vue peut justifier une vie de peinture. Donc l'image ne m'est jamais donnée d'emblée. J'aime exercer une manipulation sur elle, la déformer pour qu'elle corresponde au sens que je veux lui donner. Qu'est-ce qui guide mon choix et qui me pousse à utiliser certaines images plutôt que d'autres ? Je me rends compte que la photographie telle que je la pratique, il y a une forme de déambulation, de choix, un mélange entre décision et aléatoire. Donc là, en l'occurrence, c'est une photographie que j'ai faite à Glasgow, et là à Trondheim, en Norvège. Et donc même si je ne me base pas directement sur elles, elles vont guider ou me servir d'appui pour des réflexions futures en peinture. Donc je repère parfois en amont les lieux qui m'inspirent, ou à l'inverse, je me tiens prête et garde sur moi un carnet pour consigner ce qui m'intéresse. Au final, je stocke une multitude d'images que je trie année après année. Cela forme une banque de données dans laquelle je pioche en fonction des compositions que j'ai en tête. Il y a donc une double rencontre. L'imprévu de la rencontre photographique et la construction précise de l'image dans l'atelier. En quelque sorte, l'image naît à la fois hors et dans l'atelier. J'ai toujours eu besoin de repères dans mon atelier. Je pense que la plupart des peintres ont un fameux mur d'influence qui se modifie au fil des années avec des ajouts et des retraits. J'ai besoin d'avoir sous les yeux les œuvres qui comptent pour moi, de garder à l'esprit leur composition et leur couleur. Me rappeler surtout pourquoi je les admire, mais avant tout, ce qui me trouble. Je remarque que certaines reproductions restent au fil des ans. Par exemple, Kessage ou Paul Nash, qui est une source de ravissement constant pour moi. Une fois mon image construite et organisée en amont, je passe à sa retranscription en peinture. Lorsque je travaille d'abord la sérigraphie sur la toile, cette dernière doit être masquée
et camouflées afin de rester préservées. Cela me permet de garder intact le blanc synthétique de la toile. Alors c'est un peu spécial, c'est parce qu'il s'agit du blanc qui a été enduit de manière mécanique, on va dire. Mais à partir du moment où même on pose un blanc sur un autre blanc, on en change la donnée. Donc je veux garder le blanc industriel. Ça me permet aussi, le fait de garder ce blanc, de retrouver ce que j'ai en photo qui est propre à la surexposition. Et donc voilà, d'avoir quelque chose de tranché et de cinglant pour la peinture. Donc ce masquage, c'est une étape minutieuse que j'apprécie, car ce que je viens de faire surgir par la sérigraphie disparaît à nouveau. Ces révélations et disparitions successives maintiennent une tension dans mon travail. J'ai besoin de rester surprise par le résultat final. Je ruse avec ma propre pratique pour rester sur la brèche. En instabilité. L'organisation de l'image, c'est l'aboutissement d'une série de choix que j'ai fait en amont, lors des dessins et des schémas. Le choix est un acte primordial qui conduit ma réflexion. Quelle forme, quel volume, quelle couleur ? Ce sont des questions simples qui nécessitent pourtant des partis pris forts. Les peintres qui m'impressionnent le plus sont ceux qui intègrent le regardeur dans ce choix. Les choix apparaissent en filigrane, assumés et visibles. Je pense au repentir de Matisse, qu'il prend toujours soin de laisser bien apparent, ou au passage répété de Liebenkorn. Les artères de la peinture sont perceptibles, mais elles sans pour autant la desservir. Est-ce qu'il y a un décalage entre mon croquis initial et l'organisation physique de la peinture ? Oui. C'est intéressant de constater que la peinture devient à ce point un objet autonome, et on pourrait même dire que c'est un objet, pour citer Ponge. Je ne fais que constater les décalages, et la peinture est donc même reconstruite sur la base de ces décalages. Parfois, le schéma initial est très excitant, prometteur à mes yeux, et la peinture qui en découle est décevante. À l'inverse, la peinture peut complètement échapper à mon contrôle pour mieux s'affirmer. Donc, comme je l'ai entendu aussi dire par plusieurs peintres aujourd'hui, je préfère travailler plusieurs tableaux simultanément. C'est d'un grand secours dans la manière d'appréhender ma production. Ça me permet de travailler ainsi différentes strates à la fois, et surtout, cela m'évite de me crisper sur une seule peinture. Rauschenberg disait d'ailleurs que ses meilleures sessions de travail étaient celles qui se déroulaient quand il n'était pas concentré, quand il était fatigué ou même malade. Je pense qu'en effet, être trop concentré sur une toile ne lui rend pas service. Elle devient alors le réceptacle d'un fantasme et non plus le sujet d'une production intéressante. Quel est l'apport du geste manuel face au mécanisme ? Le rapport à l'impression s'est imposé naturellement dans mon travail. Je me suis toujours considérée aussi bien comme une peintre que comme une photographe. Mêler intimement les techniques et tester leurs points de rupture, c'est une jubilation dont je ne me lasse pas. Donc là, je fais un deuxième petit zoom sur une toile qui s'appelle Antananarivo. Je tiens à cette peinture car elle constitue à mes yeux une avancée dans mon travail. Lors d'un voyage au Canada, je suis tombée sur ces monolithes laissés sur le côté de la route comme attendant d'être activés. Je les ai dessinés, photographiés et j'essayais de saisir à la fois leur volume et leur planéité. J'aimais la façon dont ils encadraient le paysage et ils cernaient les points de fuite. La question de la fuite était d'ailleurs renforcée par les lignes des poteaux électriques dans le ciel. Cela me plaisait de ne faire apparaître que partiellement le second bloc pour suggérer un ailleurs de la toile. Cette peinture se concentrait sur le paysage, l'au-delà de l'horizon, mais également l'ailleurs de la toile, ce qui sort du cadre. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Ce que le peintre choisit de faire entrer dans le cadre, ce qu'il fait exister entre ses quatre coins, et ce qui, par déduction, disparaît également. Encore une fois, on en revient à la fameuse question du choix. Cette peinture répondait aussi à une obsession qui m'anime depuis quelque temps, les stigmates des architectures dans le paysage, ce qu'il reste, ce qui est en conflit avec le paysage ou ce qui, au contraire, lui donne un sens. Ces deux blocs ouverts sont pour moi des longues vues, des postes d'observation qui incitent le regard, lui donnent une direction. Ce que je n'avais pas prévu, et c'est bien l'intérêt de la peinture, de permettre ces révélations, c'est que cela creuserait la toile, lui conférant une double dimension et une deuxième lecture, mettant à nu à la fois ses limites et ses possibles.
La sérigraphie venait selon moi servir le propos avec efficacité. La forme est détourée et elle vient souligner à la fois son aspect massif, écrasant et frontal, tout en venant heurter la peinture. Cela crée également une échappée visuelle pour le regardeur et encadre à la fois la perception de l'espace. Il y a une deuxième question qui pour moi a toujours été importante dans mon travail, c'est la question de l'horizon. Et ça rejoint aussi cette obsession sur la mise à plat du décor. Et surtout l'horizon, mais surtout l'horizon inaccessible. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps. C'est bien sûr l'horizon de la peinture, celui qui a obsédé les peintres depuis des siècles, donc Caspar Friedrich, le meilleur d'entre eux en ce qui concerne la relation à l'horizon, ou Gerhard Richter. On revient à l'idée de mensonge vrai. Le peintre donne à voir un semblant d'horizon, une image d'une échappée, et cette échappée, c'est celle de l'espace peint. Et je me suis particulièrement intéressée ces dernières années à Van Ruysdael, qui est au musée Jacques-Marandré, c'est une merveille. L'organisation de la toile et l'espace dédié au ciel, c'est une décision fondamentale. Le fait qu'il organise de cette manière-là l'espace peint est incroyable. C'est aussi l'horizon fabuleux. En fait, j'ai fait une lecture qui a pour moi été très importante aux Beaux-Arts, parce qu'avant de faire les Beaux-Arts, j'ai fait une maîtrise en littérature et j'ai eu un professeur, Michel Collot, qui a écrit un livre sur justement cet horizon fabuleux. Il expliquait que l'horizon implique un emplacement pour le regardeur, un point de vue, une appréhension du paysage en fonction de l'endroit où l'on se situe. Donc là, je vais le lire. Le paysage est perçu à partir d'un point de vue unique, découvrant au regard une certaine étendue qui ne correspond qu'à une partie du pays où se trouve l'observateur, mais qui forme un ensemble immédiatement saisissable. Donc l'expérience de l'horizon pur est rare, excepté lorsque nous sommes face à la mer, par exemple. Dans un paysage urbain, l'accès à l'horizon est difficile, malaisé. Nous sommes contraints de voir la ligne d'horizon à travers différents obstacles, cadres et grilles. C'est aussi pour ça que je me suis intéressée aux jeux d'enfants, parce que justement, en me baladant, je me suis rendu compte que ce qui se mettait souvent entre l'horizon et moi, c'était le mobilier urbain, et en particulier ces jeux. Et je trouvais en plus qu'ils avaient un côté complètement décalé, presque des ovnis. Je me suis dit que quelqu'un qui arriverait sur Terre et qui verrait ces objets n'aurait absolument aucune idée de leur utilité. Donc du coup, ça a constitué pour moi tout un corpus sur lequel je me suis appuyée. Donc tout ça, cette histoire de l'horizon, ça rejoint aussi une autre donnée importante dans mon travail, qui est la trame et l'écran. La trame, c'est un élément primordial en sérigraphie. C'est elle qui permet la retranscription de l'image sur l'écran, qui permet la restitution de l'image sur le support. C'est une grille de compréhension en quelque sorte. On en vient voilà, à la trame. Donc, je vais m'arrêter sur cette peinture que j'ai réalisée en 2011, qui s'appelle Ellis Island. Techniquement, sa réalisation était particulièrement excitante, car sujette à l'aléatoire. J'ai d'abord travaillé les premiers passages à l'acrylique et à l'encre de Chine, et je suis venue ensuite frotter pour ne garder que les résidus. Le paysage était alors entier, mais mon désir, c'était de le perturber, de venir le troubler. J'avais en tête une photo de Lee Miller, que j'ai malheureusement omis de mettre dans le diapo, qui s'appelle Portrait of a Space. C'est une moustiquaire percée face à la mer, et c'est un motif que je voulais explorer. Je me suis appuyée sur les vues que j'ai prises lors d'un voyage aux États-Unis, et plus particulièrement sur l'île de Ellis Island, et c'est la vue qu'on a en fait sur Manhattan. Et ce qui est intéressant, c'est que le paysage autour de cette île est quasiment peu foulé, donc il est quasiment vierge et intact, c'est celui de l'île même. Et donc les migrants passaient par un bâtiment, et depuis ce bâtiment, ils avaient une vue tronquée sur Manhattan. Donc au-delà du contexte, ça c'est pour la périhistoire, mais c'était l'occasion aussi pour moi de changer la donne de mon travail en inversant les strates. Pour une fois, au lieu de mettre d'abord la sérigraphie sur la peinture quelque part blanche, immaculée, là, à l'inverse, je venais travailler en strates successives et je venais ensuite apposer les cadres de sérigraphie. Donc c'est un changement d'ordre qui intime automatiquement des modifications conséquentes. Une fois la première couche réalisée, donc j'ai mis les écrans de sérigraphie. C'était très intimidant car il fallait prendre le risque de tout détruire, de ruiner le travail précédent.
Et c'est pourtant cette ruine organisée qui crée la peinture. Donc pour ce projet, j'avais préparé 4 trames réparties sur 4 grands écrans, ce qui explique les 10 jointures entre les cadres, les failles entre les raccords. J'ignorais complètement que cela créerait un tel jour. D'ailleurs, au début, j'étais plutôt obsédée par le fait que je voulais qu'ils se rejoignent bien. Et en fait, au contraire, je pense que c'est le fait qu'il y ait ces 10 jointures qui font l'intérêt aussi de la peinture. Donc c'est là l'excitation de la peinture, tenter de l'ordonner et de lui laisser prendre le contrôle pour faire surgir une nouvelle image, un autre champ des possibles. Pour ma 4e partie, je partirai à nouveau d'une parole de Picasso. Je sais, je l'ai beaucoup cité, mais c'est irrésistible. Tant que ton tableau n'est pas raté, c'est qu'il est raté. Après avoir posé l'image en amont, l'avoir construite, échafaudée, testée, qu'en reste-t-il ? C'est un moment étrange que celui où la peinture apparaît, ou non, il faut bien le dire. Mon travail se base sur une suite de révélations, au sens où les éléments de composition apparaissent au fur et à mesure. D'abord la construction du croquis, le choix du calque, le tramage, les parties peintes ou imprimées, et enfin la tension qui résulte de ces confrontations. La peinture vient cingler la sérigraphie, ou l'inverse. Le travail sur ces strates crée des révélations successives qui construisent l'image. À partir de quel moment s'arrêter ? Là est la question. Lors de la production de la peinture, je place généralement ma toile au sol et je tourne autour. C'est vrai que c'est une approche qui est souvent privilégiée par certains peintres. Je l'aime bien car comme ça, on oublie complètement ce qu'on est en train de faire et on peut se concentrer sur des aspects plus pragmatiques et d'après moi plus féconds, comme la couleur, la densité. Et surtout, ça m'évite, à nouveau je ruse, j'évite d'être crispée comme ça sur une toile en particulier. Je redresse la peinture à la fin, et là, ce n'est pas toujours le résultat attendu. La toile devient, comme je le disais avant, autonome. J'ai souvent lu et entendu dire que c'était l'expérimentation qui primait et les étapes de travail. On parle beaucoup du processus et de ce qu'on apprend à ce moment-là. Oui, dans un sens, ce sont effectivement pendant ces fameuses étapes que l'on apprend le plus, sur ses limites et ses possibilités. Mais cependant, je reste dirigée vers le résultat final, le moment où la toile se brise ou tient bon. Quand cela fonctionne, c'est terriblement grisant. Parfois aussi, c'est décevant, rien ne surgit. Je me rends compte que j'ai même développé des petits rituels envers ce moment. Et d'ailleurs, et je l'ai entendu déjà 2-3 fois aujourd'hui, rien ne surpasse ce moment, car il est entier, bon ou mauvais, et dans tous les cas fort. Parfois, de manière assez instinctive, je laisse une toile de côté. Je ne saurais expliquer la raison profonde de ce choix. Elle cesse de m'intéresser, mais pour autant, je ne la détruis pas. Et puis, je tourne autour et enfin, j'y reviens. Cela reste cependant assez rare. La plupart du temps, soit je garde la toile, soit je la détruis. Est-ce que je suis parfois lassée de l'acte de peindre ? Je pense que ma production se nourrit de tant de choses différentes ayant trait à plusieurs outils que je ne ressens pas ce sentiment de manière directe. Je perçois davantage la peinture comme un vortex qui aspire les outils que je lui présente. Je pense à la peinture tout le temps. C'était précisément ce qui m'effrayait avant de choisir de faire des études d'art. Je craignais cette soumission intellectuelle. Et je me rendais bien compte, puisque mon père est peintre, de l'énergie que cela demande et du caractère absolu de cette pratique. Cela m'ennuie vraiment de vous dire cela. Je souhaiterais vraiment ne pas être dans cette relation romantique et sentimentale dans laquelle je ne me retrouve pas, en fait. Il me serait beaucoup plus agréable de répondre que j'en suis complètement détachée. Ce n'est pas le cas. Ce que j'avais pressenti s'est confirmé depuis. Il n'y a pas de répit quand on travaille en tant qu'artiste et que peintre en particulier. C'est étonnant ce rapport à sa propre production. En ce qui me concerne, j'oscille entre différentes phases d'appréhension de mon travail. Parfois, je termine une peinture en étant très sûre de moi. Et il s'avère que ce sont souvent ces peintures qui ne tiennent pas du tout dans le temps et qui me lassent très vite. À l'inverse, ce sont souvent les peintures que j'ai négligées ou jugées moins fortes qui me surprennent un jour. Quant à la question de la qualité et de la pertinence, je ne l'aperçois pas en ces termes.
Je me sens poussée à faire une peinture et je ne m'interroge pas immédiatement sur sa nécessité. J'ai très envie de la réaliser, c'est une envie irrépressible. Après, ce désir est consommé et la question de sa réception devient même secondaire. C'est une autre histoire dont je me suis déjà dégagée. Bien sûr, il m'est impossible d'être complètement sereine lors d'une présentation de mon travail, comme c'est le cas aujourd'hui, mais je suis beaucoup moins à vif que pendant sa production, car je suis déjà en train de me consacrer mentalement aux prochaines peintures. Je ne me suis jamais posé de questions sur la figuration ou l'abstraction. Je pars de l'image et de l'œil, de ce que je perçois, au sens premier du terme, et non en termes d'affectation ou de sentimentalisme. Si ce que je vois se traduit par une proposition que l'on pourrait classer dans la case abstraction, alors qu'il en soit ainsi. Les catégories ne m'offusquent pas, disons que je ne me sens simplement dans aucune d'entre elles. Quand j'étais étudiante, je suis tombée sur une monographie d'Hélion, un peintre que je connaissais très mal en fait. Celle-ci s'achevait sur une phrase à laquelle j'ai repensé maintes et maintes fois, et cela disait en gros « J'ai passé toute ma vie à essayer d'inventer, alors qu'il faut seulement se baser sur le privilège de voir. » D'abord, je l'ai trouvée amusante et rassurante. En tant qu'apprenti peintre, j'étais à ce moment-là complètement obsédée par le principe d'invention, et en fait, c'était surtout paralysant. Tout à coup, Hélion me donnait le meilleur des conseils, suivre son œil, se baser sur le regard. La sincérité de la démarche découle de cet axiome. Donc, je vais terminer par cette peinture-là, qui s'appelle Template, qui est chronologiquement l'une des plus récentes, et je l'ai choisie parce qu'elle convoque d'autres possibles dans mon travail. Contrairement à d'autres peintures, dont les schémas sont établis en amont, avec une confrontation des plans, je cherchais, au contraire, pour cette peinture, une fusion des techniques, une superposition effective des strates. Je me suis basée sur un élevage d'images, c'est-à-dire des images laissées en friche, dehors, que j'ai photographiées au fil des semaines, documentant ainsi leur dégradation. Les couleurs initiales du papier photographique ou de l'imprimante se sont altérées, saturées au contact de l'eau et de l'air. L'image s'est modifiée graduellement et je trouvais intéressant de prendre acte de ce changement. Je me suis donc appuyée sur cette décomposition picturale pour composer ma peinture. C'était jubilatoire de venir travailler d'abord avec des encres, des dilutions, et de frotter ensuite le motif, de l'épuiser. Je vous mets un petit détail, comme ça on se rend compte un peu des différentes étapes. Il ne restait plus que le squelette de la peinture, des dépôts sur la toile. C'est à ce moment-là que j'ai ensuite imprimé les résidus d'image et certaines parties. Comme pour Ellis Island, c'était très grisant de mettre tout en œuvre pour une seule étape, qui n'a vocation à n'être qu'un passage, une partie d'un tout. J'adore la phrase de Pollock, selon laquelle il faut être capable de détruire son travail. Il dit, excusez mon anglais, « I have no fears about making changes, destroying the image, because the painting has a life of its own. » Être capable de détruire la peinture, c'est aussi savoir que l'on est capable de la recommencer. C'est une désacralisation nécessaire. Pour cette peinture, il était excitant de voir comment les différentes strates interagissaient, se mêlaient les unes aux autres. L'image était ainsi dans une destruction organisée, rythmée par les dispersions et les accroches. Cela me permettait également de travailler de manière radicale sur la question du trompe-l'œil, approche qui me fascine depuis plusieurs années. Parler de trompe-l'œil, c'est revenir sur la question du contrat passé avec le regardeur, sur l'accord tacite selon lequel ce qui est donné à voir partage des ressemblances persistantes avec ce que notre œil connaît, tout en affirmant qu'il n'en est rien, qu'il ne s'agit que de peinture. Pour conclure ma présentation, je voudrais revenir sur le titre du colloque, La fabrique de la peinture, et souligner qu'au final, il ne s'agit pas, selon moi, de s'interroger seulement sur ce que le peintre fabrique, constitue, élabore, mais plutôt sur ce que la peinture autogénère. Loin d'être une production passive du peintre, c'est en réaction à ses propres formes qu'elle se redéfinit sans cesse. Voilà, terminé.